Bonjour à toutes et à tous. C'est Smart Impact, l'émission de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. L'invité de Smart Impact, c'est Muriel Réus, présidente de l'association Femmes Avec et administratrice d'Agipi, qui propose une assurance spécifique pour les victimes de violences conjugales. Plus de 137 000 femmes en ont été victimes l'an dernier, en tout cas ont déclaré des violences conjugales. Rupture, c'est le titre d'un documentaire réalisé par Arthur Gosset, élève de l'école centrale de Nantes, qui raconte le parcours de 6 étudiants et étudiantes de grandes écoles qui renoncent à leur carrière toute tracée pour s'engager dans la transition écologique et sociétale. Et puis dans Smart Ideas, on va jouer à des jeux de société qui font bouger la société. Justement, ce sera avec Axel Guay, la fondatrice de l'Éclap Édition. Voilà pour les titres, 30 minutes pour les développer, c'est parti. Bonjour Muriel Réus, heureux de vous accueillir. Vous êtes donc la présidente de l'association Femmes Avec et vous êtes au board, vous êtes administratrice d'Agipi. Et en fait, c'est intéressant parce qu'avec ces deux casquettes, vous avez décidé de faire bouger les lignes et de venir en aide aux victimes de violences conjugales. Comment? C'était quoi la démarche en fait? Alors, vous savez que les violences subies par les femmes restent une des violations des droits de l'homme les plus importantes au monde. Mmh. C'est d'ailleurs la manifestation la plus répandue et la plus aiguë des inégalités hommes-femmes. Et d'ailleurs, quand il y a des crises, ça s'accentue. On le voit quasiment à chaque crise. On l'a vu pendant le confinement, plus de 36% d'augmentation des signalements de violences conjugales pendant le confinement. Nous avons décidé avec Agipi de mettre en place une solution pour les violences conjugales. Il y avait un trou dans la raquette, aucune assurance n'existait pour aider les femmes et les hommes victimes de ce fléau. Mais aucune assurance chez Agipi ou en général? Non, en général. Donc c'est une première dans le monde de l'assurance en France? C'est une première dans le monde de l'assurance. Il n'existait rien pour aider les femmes et les hommes victimes de violences conjugales. Donc on a réfléchi à un processus pluridisciplinaire. Parce que les violences conjugales, en fait, c'est multicausal et c'est extrêmement complexe, compliqué. Vous le savez, la dépendance, tout est extrêmement difficile imbriqué. Quand on est victime de violences conjugales. L'emprise est une des manifestations, là aussi, les plus aiguës et les plus difficiles à gérer. Donc nous avons mis en place un processus pluridisciplinaire. C'est un numéro dédié, ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et on est assez fiers et même très fiers de cela parce que même le 3619 n'était pas ouvert, le 3919 n'était pas ouvert aux femmes et aux hommes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc là, c'est quoi le numéro? Donc le numéro, c'est le 01 55 92 24 58. 01 55 92 24 58. Je le dis à la régie, je ne sais pas si vous pourrez me suivre, mais je le redonnerai en fin de séquence. Donc c'est un numéro 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est une plateforme d'assistance. Et lorsque cette plateforme reçoit un appel, elle dirige la personne, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs, soit vers une solution juridique, puisque cette assurance prend en charge tous les frais juridiques à hauteur de 15 000 €, donc tout ce qui concerne le dépôt de plainte, l'assistance durant le procès, les frais d'huissier. Il y a donc cette assistance juridique, très importante, parce que la plupart des femmes n'ont pas les moyens de se faire assister au quotidien par un avocat. Il y a aussi un soutien psychologique, et ça, c'est une grande nouveauté. C'est-à-dire que ce soutien psychologique est aussi ouvert 24 heures sur 24, sans limitation de durée et sans limitation d'appel. Il y a à peu près sur cette plateforme, pas en permanence, mais il y a 50 psychologues cliniciens qui sont à même de prendre en charge les victimes de violences conjugales. Et moi, j'ai eu encore un appel hier soir, non pas sur ce numéro-là, mais sur le numéro de Femmes Avec. Et la jeune femme que j'avais au téléphone était dans un état psychologique totalement désespéré. Franchement, l'accompagnement est une des dimensions très importantes des violences conjugales. Je vais redonner quelques chiffres. Alors évidemment, ils sont toujours compliqués parce qu'il y a le déclaratif et puis il y a
y a tout ce qui n'est pas signalé aux gendarmes ou aux policiers. 2020, 156 000 victimes, dont 137 280 femmes, plus 9,6% par rapport à 2019, plus 36% de déclarations de violences conjugales, plus 22% d'appels traités par le 3919. Vous l'avez dit rapidement, mais il faut peut-être revenir dessus, Muriel Rehus. Le confinement, les confinements, il y a eu clairement une augmentation des violences conjugales. Et les femmes ont été les premières victimes. Oui, clairement, les femmes ont été les premières victimes. Donc, tous les services de police et gendarmerie ont constaté une augmentation des violences conjugales. C'est vrai que le fait de ne pas pouvoir sortir, le fait d'être isolé, le fait d'être 24 heures sur 24 avec son conjoint, a augmenté cette pression et ces violences. Ce qui est important, c'est aussi de souligner que simplement 18% des femmes portent plainte. C'est ce que je disais, ces chiffres-là, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. Oui, c'est la partie émergée de l'iceberg. Seuls 18% portent plainte et 40% des femmes ne disent rien à personne. C'est-à-dire qu'elles vivent seules cette situation. Donc vous voyez l'accompagnement psychologique pour pouvoir franchir le cap. On estime à peu près 7 allers-retours entre le moment où une femme dit « je vais partir » et le moment où elle part réellement. Et il y a un temps de maturation, et il y a un temps aussi nécessaire à trouver une solution, un hébergement. Oui, et le fait d'avoir finalement une assurance, c'est peut-être un moyen d'oser partir, d'oser quitter cet enfer, parce qu'on se dit on va être un peu mieux encadré, un peu mieux soutenu. C'est aussi pour ça que vous l'avez créé, C'est pour ça qu'on l'a créé. Enfin, moi, ce que je constate, parce que cette association existe maintenant depuis plusieurs années, donc on a au téléphone régulièrement des femmes qui sont, et des hommes aussi, qui sont victimes de violences conjugales. Si vous voulez, le processus est très long, 7 allers-retours, donc il y a la prise de conscience, il y a le fait de surmonter le déni, il y a le fait d'accepter le fait qu'on n'est pas responsable de la situation, parce que la culpabilité est présente. Vous avez des familles qui ont des enfants, donc ça pose le problème de l'ensemble de la cellule familiale. Qu'est-ce que je fais de mes enfants? Dans quelle école vais-je les mettre? Quel est l'appartement que l'on va me donner? Et va-t-on me donner un logement? Donc, si vous voulez, l'accompagnement, il est fondamental. Pour aider quelqu'un dans cette situation, il faut avoir une cellule psychologique, une cellule d'accompagnement, peut-être même des cellules de coaching, parce qu'il faut aider ces femmes, il faut aider ces hommes à franchir le cap et à ne plus supporter cette situation qui est totalement intolérable. La plupart de ces violences ont lieu au domicile conjugal. C'est ça, une violence conjugale. C'est une violence qui a lieu au domicile du couple. La famille, c'est le lieu censé vous protéger. Bien sûr. C'est le cocon. Quand on rentre chez soi, on se sent mieux. Je retrouve mon conjoint, je retrouve mes enfants, je suis en protection dans ma famille. Et ce n'est pas le cas pour nombre d'entre elles et d'entre eux. Est-ce que ça a été compliqué de convaincre AJP? Je disais que vous êtes administratrice, vous avez les deux casquettes, mais est-ce que ça a pris du temps finalement? Non, c'est une association d'assurés AJP. Oui, je sais. Oui. Donc il y a une vraie dimension sociale, sociétale, un vrai intérêt pour les sujets de ce type. D'ailleurs, on a un fonds de dotation chez AJP, dont je suis aussi administrateur. Ce fonds de dotation aide des associations dans le milieu médical. Donc il y avait cette démarche extrêmement citoyenne. Il y a cette démarche citoyenne chez AJP. Ça n'a pas été du tout difficile. Ce qui a été un peu plus long, c'est-à-dire c'est la mise en place de cette solution. C'est-à-dire quelles sont les composantes dont on avait absolument besoin. Parce que l'idée, ce n'est pas de vendre des assurances. L'idée, c'est d'être efficace et d'accompagner. C'est qu'il y a un service et que ça fonctionne. Est-ce que vous espérez un effet boule de neige? C'est-à-dire que d'autres assurances se disent « mais oui, il faut qu'on le fasse maintenant, c'est pas possible ». Je pense que, si vous voulez, le problème des violences conjugales sera résolu quand l'ensemble des composantes de la société, sera résolu, je l'espère, en tout cas diminuera, quand l'ensemble des composantes de la société se mettront en marche ensemble. Pour résoudre ce problème, il faut avoir une culture commune. Il faut que les associations, les hôpitaux, les services de gendarmerie, les services de police et les entreprises se mobilisent sur ces sujets. Femmes avec, il y a quoi d'autre comme type d'action menée par l'association? Femmes avec, ça a 3 piliers. Il y a un pilier qui est la lutte contre les violences conjugales, les violences faites aux femmes et aux enfants. Il y a un pilier sur les inégalités de genre, et aussi un sujet qui, moi, me tient particulièrement à cœur, ce qui sont les familles monoparentales. Vous savez qu'il y a à peu près 1 800 000 familles monoparentales en France. 80% des chefs de famille de ces familles sont des femmes.
Donc, elles ont une charge mentale extrêmement importante à subir. Et donc, nous accompagnons au travers de tables rondes, d'opérations de mobilisation, de sensibilisation, de lobbying, et avec l'aide d'entreprises qui nous accompagnent, les femmes et les hommes et les familles sur ces 3 piliers. On va parler tout à l'heure dans Smart Ideas de sexisme. Oui. Vous avez une expérience de chef d'entreprise, de cadre dirigeante dans de nombreux grands groupes, notamment dans la communication, Oui. la publicité. Est-ce que vous en avez souffert du sexisme ordinaire ? À titre personnel, non. Ouais. Il m'a fallu du temps, j'imagine, comme toutes les femmes de ma génération, parce que nous, on a eu la chance que des femmes avant nous, les Simone Veil, les Badinter, soient des etc., pionnières et se battent. voilà, ouvrent la voie et soient des pionnières et se battent pour ces sujets-là. Donc, ma génération, enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas eu ce sentiment-là, mais j'ai très vite compris que ça pouvait être le cas pour d'autres et que le sexisme pouvait être présent, les inégalités aussi, dans le monde de l'entreprise. Et je le constate aujourd'hui, et franchement, aujourd'hui, je suis impliquée au quotidien sur ces sujets-là. En fait, on ne peut rien lâcher. Voilà, je veux dire, sur ces sujets d'égalité, d'inégalité, de perception sur le genre, etc., on ne peut rien lâcher. Et longtemps, j'ai été un peu contre, vous savez, comme toutes ces femmes qui tout d'un coup occupent des postes à responsabilité, donc que seul le talent comptait et la compétence, et que les quotas, par exemple, ne devaient pas exister. Et en fait, c'est une erreur profonde, parce que seule la loi et seules les lois peuvent faire progresser la société. Et faire progresser les femmes, c'est aussi faire progresser la société. On va terminer sur ce message. Merci beaucoup, Muriel Reyes. Je vais redonner le numéro d'appel de cette assurance proposée par AJP. C'est 01 55 92 24 58. Voilà, il s'affiche sur votre écran. Merci et bravo en régie à Joséphine et à Romain d'avoir suivi. Merci beaucoup. On passe au débat de cette émission consacrée au film Rupture. Rupture, c'est le titre du film, du documentaire dont on va parler tout de suite avec mes invités. Arthur Gosset, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le réalisateur de ce film. À vos côtés, Hélène Cloître, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes chef d'entreprise aujourd'hui ? On peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça, en cours de... vous êtes dans la démarche en tout cas, et puis vous témoignez surtout dans le documentaire d'Arthur. On va découvrir votre histoire à tous les deux. Mais d'abord, tiens, on va poser le décor. Je vous propose un extrait, la bande-annonce. Vous avez un cours où vous pensez, encore une fois je le dis avec respect, on appelle ça les catastrophistes. Non, c'est pas catastrophique, mais si, c'est réaliste. Non, mais... J'ai eu ces discussions interminables avec mes parents des dizaines de fois. En fait, ils ne comprennent pas pourquoi leur fils, bientôt ingénieur, refuse le job de rêve, la voiture de fonction et le gros salaire par conviction écologique et sociale. Et pourtant, je ne suis pas le seul. Des étudiants de grandes écoles qui refusent de travailler pour les entreprises qui polluent. L'élite quand même qui se pose des questions sur le modèle économique, capitaliste, etc. Des étudiants de grandes écoles se mobilisent. C'est pas du tout anodin, c'est un franchissement de cap dans l'enseignement supérieur. Eux aussi avaient un destin bien tracé. Ces 6 jeunes sont de Polytechnique, de Sciences Po, de Centrale. Tous ont fait un choix radical. Renoncer à l'avenir qu'on leur promettait pour une vie qu'ils jugent plus compatible avec les enjeux environnementaux et sociétaux. Ce film les suit dans leur rupture avec la voie classique proposée par les grandes écoles et dans l'écriture de leur propre histoire. Voilà, on a raccourci un peu la bande-annonce pour vous quand même vous donner la parole suffisamment longtemps. Pourquoi ce film, Arthur Gosset ? Parce que moi, c'est une crise, on va dire, que je vis de l'intérieur, un phénomène sociétal que je vis de l'intérieur. Donc j'ai intégré Centrale Nantes en septembre 2017. Quand je suis arrivé à Centrale Nantes, on parlait surtout d'écologie de façon marginale. On peut appeler ça l'écologie d'éco-gestes. Et en fait, il se trouve qu'en 2018-2019, un renversement qu'on a tous vécu en tant qu'étudiants, où d'un seul coup, l'écologie et les questions également sociales ont pris beaucoup plus de place. Et en fait, on est passé du coup de cette écologie marginale d'éco-gestes à une remise en question plus profonde, notamment des formations, et puis du chemin tout tracé de la part des étudiants. Oui, c'est ce que vous le citez d'ailleurs dans le film, le manifeste pour un réveil écologique. On a reçu déjà plusieurs fois des étudiants qui y participent. C'est en fait, c'est quoi ? Vous dites, notre modèle, notre vieux modèle, produire, consommer, jeter, c'est pas possible. On peut pas continuer de nous l'apprendre, quoi. C'est ça un peu l'idée ? Exactement. Ouais, je pense qu'il y a effectivement déjà ce qu'on nous apprend dans ces grandes écoles. Donc on est prédestiné, on est formé à diriger le monde de demain, on va dire. Et puis il y a ce chemin tout tracé qui ne correspond plus, puisque ces entreprises
on va dire, le fonctionnement classique d'une entreprise, des gros groupes vers lesquels on est destiné ne nous convient plus, oui, tout simplement. Ouais. Et Hélène, Cloître, votre histoire. Alors vous, c'était quoi votre formation école de commerce, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai fait une école de commerce à Lille. Ouais. Et ensuite, une fois que j'ai eu mon master, je suis allée directement dans un gros groupe de la grande distribution, où j'ai été commerciale pendant plus d'1 an, à vendre des produits de consommation quotidienne dans les supermarchés. Et donc, au bout d'un peu plus d'1 an, j'ai décidé d'arrêter pour donner plus de sens à ma carrière et faire quelque chose qui avait plus de sens sur le plan écologique et social. En fait, c'est une question qu'on doit tous se poser régulièrement dans nos vies, c'est la question du pourquoi. Pourquoi je fais ce métier? Pourquoi je suis là? Vous vous êtes posé cette question, tout simplement? Oui, je me suis posé ces questions. Après, c'est vrai que je pense que dans certains gros groupes, quand on commence à travailler dans certains grands groupes, on a d'autres motivations pour y rentrer après le diplôme, notamment le fait que ce soit des carrières qui soient reconnues, des entreprises qui soient très valorisées, et c'est des beaux noms sur des CV. Et je pense qu'au bout de quelques temps, on se pose d'autres questions et on a d'autres motivations pour rester. Et alors là, vous vous dites quoi? Je veux créer mon entreprise. Ça a été quoi la démarche depuis? Alors à ce moment-là, la démarche, elle était un peu floue. J'ai juste su que ça me convenait plus, que j'étais plus du tout en valeur avec mon activité au quotidien. Que j'étais même moi plus du tout crédible devant mes clients parce que je croyais plus vraiment en ce que je faisais. Donc à ce moment-là, j'ai décidé de me poser des questions, de réfléchir, et donc ça a débouché sur une création d'entreprise au Mans. Et sur quel domaine, quelle idée? Alors j'ai toujours été un peu sensibilisée par le gaspillage, et je connaissais un peu la grande distribution de par mon expérience, et donc j'ai décidé de faire une conserverie anti-gaspillage au Mans, où on récupérait avec donc une associée, mon associée Séverine, les invendus de la grande distribution, donc les fruits et légumes invendus, pour les transformer en confiture. Et ben voilà une belle idée. Est-ce qu'on vous a pris pour un extraterrestre? Est-ce qu'il y a eu quand même beaucoup de réactions de vos parents, la bande-annonce démarre avec ça, de proches, ou d'autres élèves d'ailleurs dans vos écoles? Les gars, ça va, on est à Centrale, traçons la route, quoi. Alors je pense pas, non, en tout cas dans les écoles d'ingénieurs, je pense pas, parce que dans les écoles d'ingénieurs, on est formé pour faire confiance à la science, et la science nous dit clairement qu'on va droit dans le mur si on continue sur cette lancée. Donc il y a ce mouvement est né dans les grandes écoles, et je pense plutôt dans les écoles d'ingénieurs d'ailleurs. Donc parmi nos camarades de classe, mes camarades de classe, non, pas du tout. Par contre, oui, effectivement, il y a un décalage générationnel avec nos parents, avec aussi du coup les directions dans les écoles qui comprennent pas vraiment ce qui se passe, pourquoi ces étudiants-là d'un seul coup changent de cap. Donc d'où la démarche également de faire un documentaire pour comprendre en profondeur les mentalités, l'évolution des mentalités. Et justement, cette adaptation des grandes écoles, elle est en cours. Nous, on en a parlé ici plusieurs fois. C'est-à-dire qu'il y a eu une sorte de coup de pied, je vais être poli, dans la fourmilière, pour pas dire autre chose. Oui, je pense que très vite, et les écoles ont très vite réagi. Après, malheureusement, c'est aussi des structures, des grandes structures. Il faut du temps pour les réorienter, pour les adapter. Elles ont toutes pris en compte, les enjeux écologiques et sociaux, en créant notamment des troncs communs. Maintenant, tout l'enjeu, ça va être d'adapter les cursus eux-mêmes au sein des formations pour que tous les cursus soient tournés et prennent en compte les enjeux. Est-ce que, en vous entendant tout à l'heure, il y a un mot qui me venait, c'était le mot courage. Est-ce que vous pensez que vous êtes courageux, l'un et l'autre, d'avoir fait cette démarche? Hélène, je commence avec vous. Je ne pense pas me considérer comme courageuse. Je pense que pour moi, j'ai vu plutôt l'urgence comme quelque chose de prioritaire dans ma vie. Enfin, à un moment donné, j'ai eu un peu ce déclic de me dire j'ai besoin de partir, je ne peux plus, ça ne marche plus. Et je voyais que j'allais droit dans le mur parce que aussi, comme je disais tout à l'heure, j'étais tellement en inadéquation avec mes valeurs que je me disais que si je continue de toute façon, je finirais par être mauvaise dans ce que je fais. Donc au bout d'un moment, ça ne servait à rien de persévérer. Mais quand même, je reprends ce mot courage. Est-ce que vous aviez autour de vous des collègues qui peut-être étaient dans le même état un peu d'incompréhension ou de malaise dans l'entreprise, mais qui n'osaient pas se lancer, n'osaient pas renoncer à la belle carrière, à la belle ligne sur le CV, comme vous dites? J'en ai encore beaucoup aujourd'hui, et puis c'est vrai que c'est des entreprises où y a des systèmes d'évolution de carrière qui sont très rapides, et où on y dit restez encore 1 an de plus, vous allez avoir un poste plus élevé qui vous permettra ensuite d'avoir une plus belle promotion et encore une plus belle ligne sur son CV. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui fait qu'on a souvent du mal à partir parce que c'est jamais le bon moment finalement dans ces entreprises-là. Et encore aujourd'hui, j'ai des collègues qui me disent depuis des années qu'ils veulent partir de cette même entreprise et qui y sont encore aujourd'hui et qui ont encore des très belles promotions, qui se retrouvent à des postes très valorisés et qui restent. Et je pense que c'est pas qu'ils sont moins courageux, mais je pense que c'est juste qu'ils n'ont pas forcément les mêmes priorités dans leur vie et qu'ils vont rester parce que ces entreprises apportent d'autres choses, notamment des très bonnes formations, un très bon salaire, des avantages.
d'autres choses qui sont peut-être plus importantes pour eux. Est-ce que vous diriez, alors je ne vous pose pas la question à vous, parce que c'est peut-être impudique de dire oh, j'ai été super courageux, mais est-ce que vous diriez des 6 que vous suivez dans le documentaire qu'ils ont été courageux? Je sais pas si eux-mêmes se considèrent courageux. Ouais. Je pense qu'il y a aussi moi, je considère plus que c'est une responsabilité en fait, Ouais. de la part de ces jeunes des grandes écoles, parce que je pense qu'on est tous conscients du privilège qu'on a et qu'on a eu à faire ces grandes écoles et à avoir eu cette éducation sur laquelle d'ailleurs on ne crache pas entre guillemets. Je veux dire, voilà, je pense qu'on est tous conscients de cette chance-là et peu d'entre nous, en tout cas, regrettent d'avoir fait ces choix de formation. Donc pour moi, c'est plutôt une responsabilité. Vu le diplôme qu'on a et le beau CV aussi qu'on a de par notre formation, Ouais. en fait, finalement, demain, on peut décrocher quasiment tous les jobs qu'on veut. Donc ça crée un petit peu, on va dire, une situation confortable et on peut se permettre de se remettre en question, de se questionner par rapport à la société, par rapport à l'urgence écologique. Donc, et on a, on va dire, cette aisance, ce confort de le faire. Donc pour moi, c'est plutôt une responsabilité que du courage. Vous avez reçu le prix coup de cœur du jury au Festival international du film écologique et social de Cannes cette année. Bravo, belle reconnaissance. Est-ce que ça vous ouvre des portes? Qu'est-ce que vous attendez finalement de ce film qui sort là ce vendredi? Bien, j'attends qu'il soit le plus vu possible, le plus partagé, que ça parle aussi à toutes les générations, aux étudiants, que des étudiants s'y reconnaissent, les étudiants, les jeunes diplômés, mais aussi, on en parlait, les parents qui suivent. Il y a beaucoup de tensions aujourd'hui autour de nous, on le sent chez les jeunes qui sortent, qui malheureusement sont très souvent en rupture aussi avec leurs parents, avec leur entourage, et c'est bien dommage. Et j'espère que ce film permettra en tout cas de communiquer davantage entre les entreprises, les écoles et l'entourage de ces jeunes diplômés. Est-ce que vous vous adressez aussi au DRH des entreprises, des grands groupes? Parce que c'est un enjeu majeur aussi pour le recrutement, pour ces boîtes. Et puis l'objectif n'est pas de rester bien sûr à ce stade de rupture, au contraire, c'est de trouver des solutions, de communiquer davantage. C'est d'ailleurs déjà ce que fait le collectif pour un réveil écologique, qui est constamment en train de communiquer, d'échanger avec ces entreprises, notamment pour faire remonter au sein de ces entreprises les volontés des jeunes diplômés. Et il y a un enjeu énorme, effectivement. Donc ce film est aussi à destination des RH pour comprendre un petit peu plus. Je pense que c'est vraiment un film qui peut permettre de comprendre ce qu'on vit, ce qu'on ressent, nos volontés, nos convictions. Ouais. Est-ce que quand vous faites le choix, on ne va pas citer le nom, mais c'est vraiment un grand groupe international, est-ce que la DRH se dit, ou le DRH se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette démarche, quoi? Ou alors est-ce qu'au contraire, c'est un élément précurseur, une petite lumière qui s'allume en disant, bah oui, encore un signal qui me prouve qu'il va falloir changer quelque chose, quoi. Sinon on aura du mal à recruter. Alors, je pense que dans un premier temps, quand j'ai annoncé que je pensais démissionner à mon chef, il a, je pense, l'habitude que les jeunes, parfois, soient à 2 doigts de démissionner. Donc, il ne croyait pas vraiment que j'allais le faire. Parce que c'est comme une sorte de... je pense que c'est assez redondant qu'on lui dise « Oh, j'en ai marre, je vais partir », mais que finalement, on finisse par rester. Parce que le job est beau, le salaire, le CV, etc. On y revient. Donc finalement, je pense qu'il ne pensait pas que j'allais partir pour de vrai. Et le jour où je lui ai annoncé, il est un peu tombé de haut, il ne s'y attendait pas. Où je lui ai dit, ma décision est prise, j'envoie ma lettre de démission. Et là, ça a été une surprise, je pense, pour lui. Et j'ai eu des rendez-vous avec les RH qui m'ont posé beaucoup de questions sur mes motivations, qui m'ont demandé pourquoi j'avais pris ces décisions-là. Et mes chefs ont dit d'ailleurs qu'ils comprenaient la raison pour laquelle je partais et que c'était aussi un discours qu'il fallait qu'ils entendent. Donc ça, c'est aussi une réussite pour moi d'avoir réussi à faire passer un message en fait, auprès de ma hiérarchie. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Donc la sortie ce vendredi du film Rupture sur Spicy. Merci encore d'être venu en parler dans Smart Impact. On passe à notre rubrique Smart Ideas, des jeux pour faire bouger la société. C'est tout de suite. Des jeux de société pour faire bouger la société. Voilà l'idée. Je vous présente la start-up du jour. C'est l'Éclap Édition et sa fondatrice Axel Gay. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Vous êtes venu avec vos 2 jeux emblématiques. Le premier, c'est Moi Madame, c'est ça? Moi c'est Madame. Moi c'est Madame. On y joue à quoi? Expliquez-moi. Alors, on y joue pour s'entraîner à riposter contre le sexisme.
D'accord. Donc c'est un jeu qui provient de témoignages de femmes qui ont vraiment pu riposter contre le sexisme. Donc c'est très positif et empouvoirant. Et donc des femmes qui ont témoigné dans le podcast Yes, qui valorise justement ce genre d'action. Vous l'avez lancé quand? C'est quoi l'histoire de l'Éclap Édition? Alors l'Éclap Édition, donc c'est une idée qui a émergé depuis quelques années. Donc au départ, moi je créais des jeux justement pour rendre accessible l'information au plus grand nombre, justement pour que chacun puisse avoir des clés pour mieux comprendre l'information et devenir ensuite acteur dans la société. Mais pour tous mes jeux, je m'associe avec des experts et des experts du sujet. Donc pour moi, c'est Madame. J'ai travaillé avec Elsa Misquet, qui est une des cofondatrices du podcast et donc engagée militante féministe. Et pour le deuxième jeu Carbonique, je me suis associée à des ingénieurs spécialistes de la question du climat. Donc voilà, moi, mon rôle, c'est vraiment de traduire en jeu des thématiques qui parfois peuvent être un petit peu difficiles d'accès ou qui peuvent paraître... Un peu rébarbatives. Ou alors moralisateurs ou lourdes. Mais moi, mon but, c'est vraiment de le rendre accessible, de permettre à chacun de prendre position, de se forger sa propre opinion et d'éveiller un petit peu les consciences citoyennes pour pouvoir se faire sa propre idée. Est-ce que vous avez été un peu surprise par le succès de Moi c'est Madame? Oui, effectivement. C'est allé vite, quoi. Nous, on a lancé ce jeu-là alors, avec nos moyens, quoi. Et c'est vrai que le succès a été assez rapide et on en est très, très heureuse parce que ça veut dire que beaucoup de personnes prennent ce sujet vraiment à cœur. Carbonique, c'est quoi l'idée? On joue à quoi? Alors, Carbonique, c'est un jeu qui nous permet de prendre conscience de l'impact carbone de nos actions quotidiennes. Donc on sait tous enfin on sait tous, pas encore tous, que pour limiter le réchauffement climatique, il ne faudrait pas émettre plus de 2 tonnes de carbone par an, sauf qu'aujourd'hui on en est plutôt à 11 tonnes par Français par an. Et donc ce jeu permet, tout en jouant, parce que toutes les mécaniques sont dynamiques et collectives et sympas, mais de réussir à diminuer son impact, voilà, dans une expérience chouette. Pourquoi le jeu, c'est si efficace? Parce que c'est vrai que c'est un levier d'efficacité, le jeu. On voit qu'il y a une gamification même du monde de l'entreprise, etc. Pourquoi c'est si efficace? Eh bien, justement parce que le jeu, ça permet de vivre une expérience, de réussir à accéder à cette information, mais de manière non linéaire, où chacun peut venir jouer un rôle. Donc c'est une expérience fictive aussi. On peut aussi se mettre à la place de quelqu'un d'autre, prendre un petit peu de hauteur sur cette information pour venir se faire sa propre opinion. Et donc le jeu, les neurosciences le disent, c'est un des meilleurs vecteurs de l'apprentissage. Et en plus, avec l'expérience collective que ça apporte, ça vient marquer les esprits, ça vient permettre de se positionner. Allez, il nous reste 1 minute peut-être pour parler de l'impact de vos jeux. Est-ce que le secteur de l'édition de jeux de société, il est conscient de son impact? Est-ce qu'il essaye de changer? Alors, petit à petit, nous, effectivement, on commence à se fédérer entre petits éditeurs qui ont justement des envies de faire des jeux qui ont des impacts un peu plus sociétal, qui permettent aussi de mettre en valeur plus des figures féminines, même de la diversité, parce que ça, c'est encore peu présent dans le jeu. Aussi d'avoir une démarche éco-responsable avec des jeux fabriqués en France ou nous en Italie, avec du papier FSC. Voilà, donc ça commence, mais c'est vrai que c'est encore émergent. Merci beaucoup, merci Axel Gay-Bonvent à l'Éclap Édition. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je voudrais remercier Joséphine Dacoury à la production, à la programmation, César Voyer qui était présent aujourd'hui aussi, Romain Luc à la réalisation, Alexandre La Rochelle au son. Merci à toutes les équipes de Bismart. Je vous donne rendez-vous très vite sur la chaîne des Audacieuses et les Audacieux. Salut.